au cours de cet atelier, il va être découpé en plusieurs phases. La première, l'orchestrator évolue. Les tools sur lesquels il s'appuie également au fur et à mesure des versions, des releases qui sortent et même des solo releases. Donc Bart Van Den Abel d'Oracle, ici présent, nous fera un petit quart d'heure de la roadmap à court et moyen terme sur ces tools, alors concernant l'orchestrator, mais pas seulement, de manière générale, sur les tools, voire de la prospection pour ce qui pourrait arriver sur les prochaines releases 24 et à venir. Ensuite, alors normalement, au point où on en est de l'orchestrator aujourd'hui, vous devez tous à peu près connaître le concept, être familier du terme au fur et à mesure des sessions. Vous avez pu voir avec nous-mêmes, intégrateurs autres, ou avec l'éditeur Oracle directement. Mais enfin, Patrice et moi vous présenterons des petits rappels sur les concepts et également sur ma partie, sur les nouveautés arrivées le plus récemment depuis le changement de marque et la release 22. Eh bien, je passe tout de suite la parole à Bart, qui va vous parler de la roadmap Oracle, partie architecture et orchestrator. Merci Philippe. Vous m'entendez? OK. Bon, je suis ravi de pouvoir présenter cette évolution et la vision qu'a Oracle, ce que l'on va faire avec G2E, pas seulement immédiatement, mais aussi dans les années à venir. La stratégie du produit, il est déjà depuis quelques années pareil. Donc, on a une stratégie au niveau des applications, évolution des fonctionnalités de G2E, la plateforme digitale, bien entendu, et l'administration de système. Donc, ça reste un peu la façon dont on va l'étouffer et qu'on va le concrétiser, ça évolue. Okay. Bien entendu que la plateforme digitale avec l'orchestrateur est clé dans cette stratégie. On a vu que la popularité en vraiment utiliser cet orchestrateur, ça avance de plus en plus. Il y a des gens de plus en plus qui l'utilisent pour transformer la façon de gérer leur entreprise. On voyait, quand on regarde il y a 2-3 ans, encore beaucoup des entreprises de nos clients qui utilisent la dernière release de G2E comme si c'était du One World. Okay. Maintenant, on voit de plus en plus des gens, de nos clients, qui prennent l'opportunité de vraiment transformer la façon dont ils vont utiliser G2E et forcément comment ils vont digitaliser leur entreprise. Je crois que c'est important pour nous, c'est important pour vous, c'est clé à succès de G2E dans le sein des entreprises. De toute façon, on continue avec les applications, on fait l'administration système, on le fait de plus en plus léger aussi. On va de plus en plus éliminer les besoins du client lourd pour le développement et pour les déploiements. Donc, ça devient de plus en plus facile, ça devient de plus en plus facile de remettre, tenir le niveau et de suivre l'évolution des produits le plus facilement que possible. Suivant, s'il vous plaît, Rachel. Ah, je peux. Ouais. Bon, c'est comme tu veux. Donc, il y a au mois d'octobre l'année passée, on a sorti le release 23. Donc, et là, on a qu'est-ce qui était important dans la transformation digitale? C'est l'axe workflow. On a eu un moteur workflow depuis l'inception quasiment de G2 OneWorld à l'époque, mais c'était un peu rigide. C'était difficile à changer. Chaque modification était vraiment une modification dans le code. On l'a refait de sorte que c'est configurable comme on configure des orchestrations. Donc, sans mettre en péril toutes les évolutions de le système. En plus, on a fait un mariage entre les orchestrations et le workflow. On peut dire que le workflow, c'est le boulot qui passe de personne à personne, de humaine à humaine, et l'orchestration, c'est quelque chose qui fait le machine. C'est de l'RPA,
mais les deux peuvent travailler ensemble très facilement. Donc, on a fait de sorte qu'on peut appeler une orchestration comme une étape dans le workflow et qu'on peut déclencher une orchestration à partir d'un workflow aussi. Donc, les deux ensemble donnent une combinaison performante. On a éliminé le besoin de customiser le plus que possible. Et là, les clés magiques, ce sont les Logic Extensions. C'est un outil low-code, no-code qui permet de gérer de la logique dans des orchestrations. Dans des versions précédentes, parfois, il fallait du code comme du JRuby, comme du JavaScript. Ceci n'est plus nécessaire. C'est complètement gérable sans connaître des langues spécifiques, sans connaître un syntaxe. Et ça continuerait de plus en plus. On va aussi de plus en plus changer le besoin d'accéder directement dans les tables dans l'orchestrateur. Donc, à l'époque, des outils comme le Data Request étaient populaires parce qu'il n'existait pas autre chose en ce moment. Maintenant, on peut faire ça de plus en plus léger, de plus en plus en éliminant un besoin profond de technologie, c'est-à-dire des gens qui ont un niveau de consultant applicatif euh, ont beaucoup déjà des éléments pour pouvoir créer des orchestrations de plus en plus, bien que c'est toujours utile d'avoir des techniciens en plus de cela. On a aussi inséré, mais c'est plutôt dans l'application, c'est la possibilité d'utiliser l'Oracle Guided Learning. C'est un outil de guidance à l'utilisateur. Et on a la possibilité de lancer des orchestrations à partir d'une page en plus. Donc ça, la release 23. Oracle Guided Learning, pour ceux qui, il y a quelques années, en fait, c'est le successeur de l'outil qui s'appelait UPK, donc qui permettait d'avoir une aide contextuelle en ligne incorporée dans Gilles Edwards. Donc UPK était obsolète depuis déjà 1 ou 2 ans. Et maintenant, c'est Oracle Guided Learning qui a pris le relais. Bon, je ne vais pas le lire. Mais ça, c'est ce qu'on fait dans une année. Ouais. Apprendre par cœur. Mais donc, c'est en termes d'application, ce n'est pas seulement la technologie qui bouge. Il y a aussi dans les applications des choses qui bougent. C'est pas, on n'a pas arrêté le développement sur n'importe quel domaine. Suivant, s'il vous plaît, Rachel. Et en termes de digital, plateforme digitale, ça continue. Okay? Donc, ça continue pas seulement sur l'orchestrateur qui est de toute façon clé pour nous, aussi sur le workflow, aussi sur l'interface utilisateur et la possibilité et tout ce qui est technologique. On vient déjà, récemment, on a la possibilité de facilement intégrer les CSV dans la définition des orchestrations. Donc, c'est quelque chose de toute façon très utile. Auparavant, il fallait du JavaScript ou du JRuby pour effectuer cela. Maintenant, à partir de la version qui a sorti en mois de mai ou juin, ce n'est plus nécessaire. Ça avance, ça continue. Ensuite, et en termes d'interface utilisateur, c'est noté planifié, mais ça existe déjà. Aussi, dans la version de mai, on a ajouté des fonctionnalités dans les pages Enterprise One, de sorte à avoir la possibilité d'avoir des watchlists dedans et d'avoir des enchaînements de différentes pages de l'un vers l'autre. Et c'est quelque chose qui sera utile pour une stratégie ultérieure que je vais évoquer dans quelques slides. Okay. Suivante, s'il vous plaît. Donc, Plans, ça continue. Donc, on a, même dans les applications, dans la plateforme digitale, dans l'administration de la système, on continue à le faire. On a des choses comme des workflow due dates, on a la possibilité de créer, par exemple, des data structures directement sur le web. On vient d'avoir la possibilité de prendre des ESU
à partir de l'interface web. Donc, c'est dans la même direction que tout va. Un des clés de recherche qu'on fait, c'est de recherche, c'est pas encore, c'est quelque chose où on va de toute façon, c'est l'automatisation de l'entreprise. C'est tout nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 étapes dedans. On va ingérer l'implémentation que vous avez. Dans votre système, vous avez du setup, des activity rules, des document types, des transactions historiques. Et à partir de là, le système sait voir comment le système a été implémenté. Puis on va modéliser ce système-là, voir quels sont les différents flux et les processus qui sont utilisés derrière. On va analyser comment ils sont utilisés et où est-ce que sont les goulots d'entranglement, où est-ce qu'on peut améliorer l'utilisation du système, avoir la performance, mais pas la performance technique, mais c'est la performance de l'application de GDE, la performance des processus dans l'entreprise, où est-ce qu'on peut l'améliorer? Et puis, on peut, à partir de cette analyse, résoudre le problème et puis mesurer. Si on va un peu plus, donc ici, on revient à la page Enterprise One, où on a déjà vu ce qu'on a fait dans le début. On a déjà ajouté la possibilité d'avoir des watchlists derrière. On peut enchaîner les différents écrans derrière. Mais ça va encore aller au-delà. Donc, une fois qu'on a modélisé des processus comme ceci, on sait par exemple voir qu'il y en a 217 factures qui sont en attente ici, tandis que je dis que le seuil est à 26. Et je vois que le temps de processus moyenne de cette étape-là est de 65 heures. Okay? Donc, comme cela, on peut analyser combien de temps ça prend par étape, combien de documents sont encore en attente sur une certaine étape, et on peut analyser où il faut le faire. Et on va utiliser des outils AI pour vous aider là-dedans. Okay? Une fois que ça c'est fait, on peut rectifier, résoudre le problème, et puis par après, en utilisant des analytics, suivre comment ça se déroule. Donc, ça, c'est un peu la vision future qu'on va faire. Et on parle, je peux pas promettre officiellement des dates, bien entendu, mais c'est à l'horizon, disons, release 24-25. En plus, on ne va pas arrêter le reste. On ne va pas arrêter l'orchestrateur. On ne va pas arrêter le développement des applications ni de l'administration système. Ensuite, il y a un build. Pour l'AI, intelligence artificielle, on est en train de rechercher de différentes solutions, de différents domaines où on peut assister, on peut utiliser cette intelligence artificielle d'Oracle dans la solution totale. Okay? Donc, ici, on a quelques-uns comme la gestion de maintenance, le contrôle qualité, l'optimisation des prix. Vous le voyez ici. Okay? Et tout ça, c'est normalement, si vous... j'espère que c'est bookmarké dans votre browser. C'est très important. Il y a un grand nombre de documents, un grand nombre d'informations qui est dans learngd.com qui permet à rester à niveau et être informé de tout ce qui se passe dans GDE. Merci Bart. Bon, on a décidé, alors il y aura à la fin de la session une petite séance de questions, donc on préfère plutôt dérouler les thèmes et puis centraliser après les questions. Maintenant, vous pourrez adresser les questions pour chacune des parties, donc si vous avez des questions à poser à Bart tout à l'heure, ça sera évidemment possible. Patrice, je pense que c'est toi qui prends la main pour quelques petits rappels pour l'orchestrator. Ça sera peut-être du déjà vu, on espère du moins pour pas mal d'entre vous. Mais voilà, pour rappeler les concepts et puis basiquement, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bonjour.
Alors, je ne vais pas vous refaire un historique d'Orchestrator, parce que je suppose que vous avez déjà vu, vous avez certainement dû voir des démonstrations. Là, je veux juste faire un petit rappel on va dire, des types de cas d'emploi les plus caractéristiques qu'on peut avoir. Le cas le plus fréquent, c'est de l'automatisation de tâches. Alors, on peut en avoir à énormément de niveaux. Et là, on a un exemple. Je ne vous détaillerai pas. C'est une histoire de... C'est le déclenchement d'un flux à partir d'une modification du statut d'un ordre de fabrication. Et via Form Extension, on déclenche un flux qui va créer des commandes de vente, des commandes d'achat, qui va lancer certains états. Donc, chose qui serait très complexe à réaliser en développement classique, qui a été fait là beaucoup plus simplement, qui peut être réalisé même non pas par un développeur, mais par un consultant métier, un peu technophile, en l'occurrence. Un des grands intérêts, s'il te plaît. Un des grands intérêts des orchestrations, c'est que nativement, elles peuvent être exposées sous forme d'API REST. Alors, une petite copie d'écran un peu technique parce qu'il s'agit d'un test avec l'outil Postman. Juste pour dire que Orchestrator facilite très grandement la création d'interfaces entrantes dans JDE par rapport à... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester les business services ou d'autres systèmes avant comme Web Services Gateway ou XPI. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport aux business services, entre autres. S'il te plaît. Une autre possibilité, un autre type de flux qui est devenu relativement simple à implémenter avec Orchestrator sont des interfaces sortantes ou des interfaces qui vont permettre d'accéder assez facilement à des données externes à JDE. Ça peut être des bases de données externes, donc des choses qui étaient assez complexes à réaliser. Ici, on a un exemple sur lequel on va revenir dans le retour d'expérience sur un envoi en temps réel de commandes d'achat depuis JDE vers Evalua avec un petit carré rouge. Là, c'est la connexion à une API REST mise à disposition par Evalua. Enfin, une des possibilités très intéressantes d'Orchestrator, c'est sa facilité d'utilisation. À savoir qu'on peut les invoquer, comme on l'a déjà dit, via des form extensions, donc des UDO qui sont implémentés dans les écrans JDE au niveau de l'interface web, donc sans développement. Dans le code JDE, donc dans les event rules, on peut effectivement implémenter des appels à des orchestrations. Dans des langages de programmation, soit en interne en C, soit dans n'importe quel langage capable d'émettre et de traiter des requêtes HTTP, on peut appeler les orchestrations, donc à l'extérieur de JDE, et on a des outils en ligne de commande qui sont utilisés après, dans mon expérience, souvent par un scheduler externe à JDE pour déclencher les orchestrations. Je rajouterais juste qu'on peut également les appeler à partir des event pages, donc les menus sous forme de diagramme flow. Effectivement, j'ai oublié les event pages. Disponibles dans JDE. Et en dernière cours, on a dit il y a beaucoup de ce qui était des tâches dévolues aux développeurs qui, on va dire, le métier de développeur et celui de consultant métier sont devenus un peu plus poreux avec Orchestrator. Néanmoins, on peut toujours avoir certaines tâches complexes qui nécessitent le recours à des langages de programmation comme Groovy, Java, etc. À noter que c'est de moins en moins le cas, puisqu'il y a des nouveaux composants qui apparaissent qui offrent de bien meilleures possibilités d'automatisation. Donc, on permet de perpétuer l'évolution. Pour ma gouverne, est-ce qu'il y a parmi vous, dans vos sociétés, vous avez déjà implémenté Orchestrator, vous l'envisagez?
Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà implémenté en réel, qui en ont en production? D'accord. Ouais. Vous êtes dans quelle version? Enfin, surtout en niveau C'est même tools? plus, ouais. Donc du coup, Ouais. là, on va mettre à jour nos serveurs pour pouvoir passer dans les dernières tools. Ouais. Vous allez gagner. Oui, oui, non, bah, pour l'orchestrateur, de toute façon, on attend que ça, hein. Il y a des questions? Oui, non, oui. On va passer à la, oui, on va passer à la partie retour d'expérience maintenant. Non, tu as encore, tu as plein de choses à dire avant. Alors, Julien, merci pour la transition. Parce qu'en fait, moi, je vais prendre à nouveau la parole pendant quelques minutes pour vous parler des nouveautés qui sont arrivées récemment autour de l'orchestrator. Alors, quand je dis récemment, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qui est arrivé avec la release 22, c'est-à-dire la version de l'année dernière. Alors, un petit rappel, hein, release 22, il y a 2 ans, Oracle a procédé à un changement de marque. Hein, vous saviez qu'il y avait les apps d'un côté, donc tout le transactionnel, les fonctionnalités, et les tools, la couche technique, la couche ergonomie, développement, et à laquelle appartient l'orchestrator. Donc, ce n'était pas toujours facile pour vous, clients, de suivre. On avait une version de tools, une version d'apps, etc. Donc, il y a eu un changement de marque fait par Oracle pour unifier tout ça, comme font beaucoup d'autres produits, sous forme de release annuelle, correspondant à un couple apps plus tools, avec des sous-releases qui sortent en cours d'année sous une forme trimestrielle ou à peu près. Voilà. Donc, pourquoi je pars de cette release 22, étant donné que l'orchestrator, comme tous les tools de JDE, est soumis au mécanisme d'amélioration continue d'Oracle, c'est-à-dire qu'à chaque show release, sont délivrées des nouveautés dès qu'elles sont opérationnelles. En fait, c'est que la rupture qu'apporte cette release 22, c'est qu'elle nécessite d'être sur une plateforme 64 bits. Là où les tools précédents pouvaient accepter le 32 bits et le 64 bits. Alors, il y a plein de raisons de passer au 64 bits bien au-delà de J.D. Edwards seul, hein, ne serait-ce que le support Java, par exemple. Mais on a pu constater que pour certains d'entre vous, ça pouvait être un frein parce que l'effort de migration pour passer du 32 au 64 bits, il y a un effort, il est vrai, il ne faut pas le nier, un peu plus conséquent qu'une migration tools usuelle qui était relativement indolore. Là, il y a des composants apps qui sont mis à jour, donc ça impose également des phases de retest. Mais je voulais vous présenter ça pour vous montrer qu'est-ce qui est arrivé avec cette release 22+, et voir qu'au-delà de toute autre considération, si on se focus juste sur l'orchestrator, eh bien, il y a plein de raisons intéressantes de faire ce passage. Donc, première nouveauté, on a parlé à l'instant, maintenant on peut appeler les orchestrations depuis les event pages, comme vous pouvez le faire depuis les écrans, Patrice l'a mentionné, par le biais des form extensions. Maintenant, pareillement, on peut les appeler depuis les event pages avec un nouveau type de tâches qu'on peut appeler d'une box event page. L'utilisateur à la main pour fixer ses paramètres d'entrée et éventuellement, à la fin de l'exécution, récupérer des paramètres de sortie qui peuvent être un message de bonne exécution et de ce qu'accomplit le traitement, ou malheureusement s'il y a une erreur qui s'est produite. Grosse nouveauté également, la possibilité d'avoir des fichiers, de manipuler des fichiers en entrée et en sortie d'orchestration. Donc là encore, gérable depuis n'importe quel type d'appel, depuis un écran, depuis une event page, avec un mécanisme de drag and drop pour aller mettre les fichiers en entrée, et en sortie récupérer les fichiers que produit l'orchestration sous forme d'une archive.
Alors, Bart l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, plusieurs choses que je vais dire vont recouper un peu ce que tu as dit, Bart, à l'instant. C'est que dans les tools 9.2.7.4 qui viennent de sortir au mois de juin, tout nouveau, eh ben, il y a la possibilité de mapper directement des fichiers CSV en entrée d'une orchestration. Historiquement, c'était faisable uniquement à partir d'un CSV qui était disponible sur un serveur FTP, donc ce n'était pas toujours très pratique. Mais maintenant, vous avez la possibilité, en extension de la fonction d'entrée de fichiers, de pouvoir mapper directement le CSV dans un tableau de l'orchestration à partir du moment où vous avez nommé les colonnes du CSV pour que le système puisse en déduire les variables associées. Nouveauté également. Alors, tout ce que je vous dis là, en fait, pour les gens qui ne sont pas sur ces versions, ça reste faisable. Vous pouvez gérer des fichiers en entrée d'orchestration. Vous pouvez, comme là également, gérer des composants annexes, mais ça va vous demander un effort de développement par le biais de scripts, etc., pour arriver au résultat. Là où maintenant, évidemment, tout l'intérêt de ces nouveautés, c'est d'avoir des composants natifs pour gérer ces fonctions. Et comme ça a été dit précédemment, mettre ces tâches à la portée d'un consultant fonctionnel ou d'un key user averti, on va dire, de bon niveau, et pas forcément de devoir faire appel à un développeur pour réaliser ces tâches. Ah oui, bien sûr, oui, ou même toi directement, Rachel, parce que tu as des propals toutes prêtes. Donc, le support des annexes, donc un nouveau composant qui permet, alors suivant comment on le paramètre derrière, de récupérer les annexes associées à un enregistrement JDE, d'en créer de nouvelles ou de les mettre à jour sous forme de texte. Alors, une nouveauté que je ne sais pas si j'ai mentionné là parce qu'elle est arrivée assez récemment, mais là, vous voyez que vous avez dans les copies d'écran ici du texte assez basique. Mais maintenant, vous avez la possibilité de faire du texte enrichi avec des tableaux, des logos, des graphiques, des couleurs, etc. Bien évidemment, ce composant annexe, vous savez qu'à une annexe, on peut rattacher du texte, mais également toutes sortes, ce qu'on appelle les media objects, toutes sortes de fichiers. Le composant de l'orchestrator permet également de gérer des fichiers avec le mécanisme drag and drop. Et puis, on se retrouve avec un ensemble de fichiers liés de n'importe quel type, en fait. Et de la même manière, en sortie, on peut télécharger les fichiers mis en annexe des enregistrements sous forme d'une archive et les récupérer. L'utilisateur peut les récupérer en local. Alors, Bart en a parlé tout à l'heure, les Logic Extension. Alors, ça reste un composant un peu plus technique que les autres. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une logique algorithmique de développement, même si l'orchestration en elle-même est un algorithme, bien sûr. Mais enfin, ça permet en fait d'incorporer au sein d'une orchestration du code Event Rules. Alors, Event Rules, c'est le langage de développement natif de JDE. Donc, avec ces composants, on peut faire des boucles, des tests, des assignations de variables, etc. Donc là, une tâche vraiment de développement. Et évidemment, la nuance avec le code Event Rules classique, c'est que c'est un composant qui est migrable sans rétrofit, puisqu'on est au sein de l'orchestrator. Et donc, on élimine, encore une fois, cette couche de développement classique. On la minimise, du moins, et on la rend plus accessible, même si, bien sûr, là, il faut quand même certaines connaissances de technique JDE pour le manipuler. Pareil, Bart en a parlé tout à l'heure, le Workflow Studio, donc l'incorporation de la fonction historique de Workflow, qui était peu utilisée et même jugée carrément un petit peu obsolète.
Donc le fait de l'avoir mis au niveau du Workflow Studio, ça lui redonne un coup de jeune. Et surtout, il y a des nouvelles fonctions qui apparaissent au sein de ce nouveau workflow. Et en particulier, Bart en a parlé tout à l'heure, la possibilité d'appeler des orchestrations au sein du workflow. Donc là encore, se détacher au maximum du développement auquel on était contraint avec l'ancienne fonction historique, puisqu'il fallait appeler les workflows depuis du code JDE, donc modifier les programmes standards, alors que maintenant, on peut les appeler d'événements sur l'écran depuis une orchestration. Alors, à noter que ce coup de neuf donné à la fonction workflow a aussi un pendant côté applicatif, puisque récemment, Oracle a livré de nouveaux workflows standards et ça s'est amené à perdurer pour ceux qui ont eu le temps de voir un petit peu la roadmap qui a été proposée par Bart tout à l'heure, mais deux nouveaux workflows qui viennent d'arriver, un qui permet d'approuver des factures fournisseurs et l'autre qui permet d'approuver la mise à jour des données bancaires. Bien, voilà, après ce petit